plutôt des externalités positives. Et aujourd'hui, ce devoir de vigilance qui devient de plus en plus concret et de plus en plus généralisé. Je vais laisser la parole à Sandra, qu'elle vous expose ce qui se passe au niveau international. Oui, juste pour compléter ce qu'il vient de dire sur ce qui est de plus en plus généralisé sur le type d'obligation, ce qu'il faut retenir aussi dans cette loi devoir de vigilance, on vous a parlé des sources, notamment du reporting, mais c'est qu'aujourd'hui, la loi française, elle est devoir de vigilance, elle n'a pas grand-chose de commun quand même avec le reporting tel qu'il était demandé au niveau de l'Union européenne. Puisque ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment une obligation générale. Donc ça veut dire que l'entreprise doit en permanence pouvoir analyser ses risques et mettre en pendant des mesures pour prévenir ces risques. Alors que le reporting, ça vient après pour dire voilà ce que j'ai fait, et surtout dans le reporting, il n'y a aucune sanction. Que vous faites ou vous ne faites pas quelque chose correctement, la seule sanction, ça peut être une sanction à la rigueur financière par des investisseurs qui seraient intéressés par vos performances sociales ou environnementales. Donc c'est quand même assez différent aujourd'hui, cette loi de vigilance du reporting ou même de la compliance, puisque ce qu'on entend par compliance, c'est justement le respect de certaines règles qui sont assez précises. Et là, l'idée, c'est vraiment d'être pour l'entreprise proactif sur la gestion de ces risques par rapport aux parties prenantes. Et alors, pour compléter maintenant le niveau international, c'est qu'après le niveau européen, au niveau international, se passe depuis donc, une résolution de juin 2014 au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, un groupe de travail qui est mandaté pour élaborer justement un instrument international contraignant là, relatif aux violations des droits humains par les entreprises multinationales. Donc ce groupe de travail, il était à l'initiative de l'Équateur et de l'Afrique du Sud. Il regroupe aujourd'hui plus de 80 pays. Et la dernière session, donc, qui était la 3e session de négociation qui vient de se finir la semaine dernière à Genève, a permis de déboucher avec, une fois encore, énormément de difficultés sur une première proposition écrite de traité. Il faut noter le rôle central que joue et que devrait jouer la France dans ces négociations, que joue la France notamment par l'organisation aussi des associations de la société civile, qui ont participé au devoir de vigilance et qui font pression au niveau de l'ONU justement pour montrer que ce devoir de vigilance tel qu'il existe en droit français aujourd'hui pourrait innerver le droit international. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la proposition de traité parle de devoir de vigilance dans les mêmes termes que la loi française. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce processus, il est beaucoup mené par notamment cette coalition de pays du Sud, et il est assez bloqué par notamment la position de l'Union européenne, qui est très récalcitrante à s'engager dans ce processus, soi-disant pour des raisons économiques, mais c'est essentiellement pour des raisons politiques qui sont liées. Et donc aujourd'hui, seule la France a un statut d'observateur dans ces sessions-là, alors que ce statut n'est même pas un statut officiel ni légal. Mais sous la pression des ONG, la France suit, dit avec intérêt d'ailleurs, selon le ministre des Affaires étrangères de une déclaration de la semaine dernière, que la France prendrait ses responsabilités pour faire passer la même notion de vigilance qui est en droit français, en droit international. Voilà, donc maintenant, rendez-vous l'année prochaine avec évidemment les blocages qu'on connaît au niveau de l'Union européenne ou des États-Unis qui viennent de rentrer dans la danse aussi pour s'opposer à ce traité-là. Mais c'est pour montrer, nous, en tout cas, en tant qu'association de la société civile, que la France doit avoir aussi une cohérence de ses politiques et qu'on ne peut pas avoir une loi au niveau français et ne rien avoir au niveau européen ou international. Et essayer aussi de montrer les contradictions qui opposent les organisations patronales qui nous ont dit, quand on voulait une loi au niveau français, on n'est pas contre un devoir de vigilance, mais vraiment, il faut le faire au niveau européen ou international pour ne pas justement empiéter sur la compétitivité des entreprises françaises. Maintenant qu'on a cette loi au niveau français, on ne les entend pas du tout pour que ça passe au niveau européen ou international. Je pense que là, il y aurait justement matière à ce que ces organisations se mobilisent
et fasse pression pour que ça puisse aussi intervenir au niveau international. Donc ça, c'est pour la partie traitée, mais évidemment, là, on est sur un calendrier qui est 10-15 ans minimum, parce qu'un traité international, ça prend du temps, rien que pour obtenir justement l'accord de la majorité des pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut servir de levier justement pour d'autres pays. Et vous aviez la carte que Marie-Caroline a détaillée sur ce qui est en train de se passer dans les autres pays. Donc on voit vraiment que ça bouge, et ça bouge à tous les niveaux. Ça bouge au niveau international, comme je viens de le dire. Même le niveau qui semble le plus bloqué, le plus conservateur aujourd'hui, qui est le niveau européen, il y a cette initiative Carton Vert, qui est une initiative qui n'existe pas non plus dans les traités ni officiellement, mais qui permet à minimum 2 ou 3 parlements nationaux, donc des États membres, de demander à la Commission européenne de se saisir d'un sujet. Et en l'occurrence, à l'initiative de la députée Danielle Auroi, française, donc, nous avons aujourd'hui plus de 9 parlements des États membres, donc de l'Union européenne, qui ont demandé à la Commission européenne de travailler sur le sujet justement du devoir de vigilance. Bon, la première réponse de l'Union européenne, c'est de dire circuler, il n'y a rien à voir, on a fait tout ce qu'il fallait sur ce sujet-là, donc on a ressaisi l'Union européenne. Alors évidemment, on est aussi sur des délais assez longs. L'Union européenne, la prochaine commission devrait changer donc, dans 2 ans. Donc, évidemment, on n'attend rien de transcendant d'ici les 2 prochaines années, mais c'est en plantant aujourd'hui, justement, et en montrant un rapport de force qu'on pourra peut-être, dans la prochaine commission, obtenir des avancées sur ce sujet. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Peut-être, du coup, puisqu'il nous restera 15 minutes pour des questions, on va conclure sur cette notion de devoir de vigilance. J'espère que c'était clair. Les points importants aussi, peut-être qu'on n'a pas abordé suffisamment, c'est de dire que cette loi, elle est à la fois novatrice dans son contenu, on a dit, dans son champ d'application, aussi dans son mécanisme de mise en conformité, donc en cas de défaut du plan, parce qu'il y a toujours la possibilité d'une mise en demeure et d'une injonction aussi qui est faite contre la société défaillante, donc y compris sous astreinte. Et ça n'a pas été supprimé par le Conseil constitutionnel. Et ensuite, en effet, comme je le disais, l'article 2, donc le mécanisme de responsabilité en cas de dommage. Et il y aura une interprétation très importante qui est conférée au juge pour pouvoir dire qu'est-ce qui est raisonnable de la part de tel type d'entreprise. Donc ça, en effet, il faudra attendre de voir est-ce qu'on tombe sur des juges suffisamment audacieux et innovants pour pouvoir se saisir de ce nouveau concept. Et ce qui est aussi important, c'est l'apparition dans ce texte de la notion de partie prenante. Et ça, on est vraiment très satisfait parce qu'au moment où on a rédigé et mis ce terme-là, on avait des juristes qui criaient au là en disant « mais c'est pas une notion qui est connue en droit français, pourquoi vous utilisez ce concept qui vient justement du langage des entreprises ?» Et nous, ça nous semblait important justement, encore une fois, ça c'est vraiment le motto de Sherpa, que la réalité juridique colle à la réalité économique. Donc aujourd'hui, si en effet on parle de partie prenante, il est important que la loi s'en fasse le miroir. Et donc les plans de vigilance doivent être élaborés en concertation avec les parties prenantes. Il n'y a pas d'obligation, parce que s'il y avait une obligation, on y avait pensé, ça voulait dire aussi qu'en cas de défaut de ce plan, les parties prenantes auraient pu être aussi responsables. Donc ça, ce n'était pas du tout souhaitable. En revanche, l'entreprise doit aller justement faire la cartographie de ses parties prenantes et essayer d'ouvrir le plus possible ses ornières et de sortir du dessin habituel de ses parties prenantes pour se dire est-ce que, et notamment grâce au mécanisme d'alerte, est-ce que je suis suffisamment large, est-ce que j'ai vraiment tout inclus, est-ce que j'ai pris en compte l'alerte qui m'a été remontée 3 fois par une petite ONG au fin fond de ma chaîne de sous-traitants, que d'habitude je n'écoute pas. Donc là, en effet, il faudra qu'elle écoute davantage et peut-être mieux en mettant en place des process pour que ces alertes puissent être traitées.
Donc ça sera en effet un poids plus important qui est donné aux parties prenantes dans la co-construction du plan de vigilance et aussi dans la dénonciation d'un plan de vigilance qui serait mal fait, puisqu'on espère en effet que les parties prenantes pourront dénoncer des plans qui seraient inadaptés par rapport aux risques et puissent aller devant les juridictions françaises. Donc soit en amont d'un dommage, ça c'est tout à fait possible et souhaitable. Si on considère que le plan de l'entreprise Y ne correspond pas du tout à les risques, on peut, même avant dommage, de demander la mise en conformité du plan par rapport au risque devant les juridictions françaises, ou on peut le faire s'il y a dommage. Voilà, je pense qu'on a couvert peut-être ce qu'on voulait dire. Marie-Caroline, je ne sais pas si tu veux compléter pour la conclusion avant de passer aux questions. J'en ai noté 2, 3. Non, je vais, vu qu'il reste 10 minutes, je pense que je vais laisser la place aux questions. Alors moi, j'ai vu une première question. Alors, peut-être... J'ai vu une question, et après je laisse Aurélie et Joël peut-être les grouper. Moi, j'ai vu une question sur, notamment d'une IMDH, vaut-il mieux favoriser un plan national droits de l'homme ou une loi devoir de vigilance? J'allais dire les deux. L'un n'est pas exclusif de l'autre, et c'est ce qui a été fait en France. On a élaboré le plan national droits de l'homme, et d'ailleurs Sherpa était co-rapporteur de ce plan, avec le co-rapporteur étant quelqu'un du monde économique. Et dans ce plan qui est plus large en fait que le devoir de vigilance, puisqu'il va sur tous les sujets, puisqu'il analyse aussi les 3 piliers des principes directeurs des Nations Unies. Donc notamment la responsabilité de l'État, ce que les entreprises doivent faire, l'accès à la justice, enfin vraiment le plan national droits de l'homme français, je crois qu'il fait 80-90 pages, et il mentionne, on avait réussi au bout de 2 ans, la nécessité pour l'État français d'adopter une loi devoir de vigilance. Et évidemment, comme c'est un compromis entre le monde économique et la société civile et les syndicats, on n'était pas allé au départ aussi loin que ce que demande la loi devoir de vigilance, mais en tout cas sur la nécessité d'une loi devoir de vigilance, ça figure dans le plan. Donc je dirais les deux. Et j'ai vu une question sur, je crois, quid du statut des entreprises, donc SAS, donc société anonyme simplifiée, est-ce qu'elles vont être soumises à plusieurs types d'obligations, si je comprends bien la question? Oui, ben c'est vrai que c'est une question intéressante parce que notamment les SAS sont exclus du reporting extra-financier. Elles ont réussi à passer à la trappe, notamment dans la loi de transposition de août 2017. Or, a priori, les entreprises, enfin les SAS sont soumises à la loi devoir de vigilance. Donc il y aura des ajustements à faire. Et en effet, après la transposition en reporting, on s'est dit, bon, certaines entreprises vont essayer de se réorganiser, comme elles savent le faire souvent, et de se mettre sous forme de SAS. La question peut se poser aussi sur l'entreprise européenne, le statut d'entreprise européenne. Est-ce que la loi devoir de vigilance les vise aussi? À mon avis, oui. Voilà, mais tout ça fera l'objet d'interprétation. Et il y a déjà pas mal de notes de doctrine sur le sujet. Voilà ce que j'avais noté, je crois, comme question. Est-ce que Aurélie ou Joël voulaient en grouper ou voulez qu'on les lise? Je voulais juste compléter sur les sociétés par action simplifiée. Elles seront de toute façon, elles sont exclues comme étant soumises à l'obligation de reporting, mais elles sont incluses dans le périmètre de consolidation. Donc si une société, une ESA par exemple, a des sociétés SAS filiales, elles seront dans le périmètre de consolidation. Et sur le devoir de vigilance, effectivement, c'est pas tant le statut qui compte que les seuils. Du coup, c'est à ça qu'il faudra faire attention. Qui, je pense, est lié à la question. D'accord, ouais. Est-ce que les EPIC sont soumis à ce devoir de vigilance? Alors moi, je ne sais pas du tout si les établissements publics, industriels et commerciaux sont
soumis au code de commerce. Je ne suis pas du tout une spécialiste de la question. Donc s'ils sont soumis au code de commerce, oui. Si leur statut est prévu par un autre type de code, du coup, je pense pas. Très bien, merci Marie-Caroline, c'est Joël, je reprends la parole. Alors je vais poser la dernière série de questions, il y a beaucoup de questions, on va essayer d'aller assez vite. Donc alors monsieur ou madame Bacco qui posait la question sur les EPIC n'a pas, enfin ça a coupé, mais en gros c'est si les EPIC sont soumis au code du commerce, hein, c'est ça. Alors oui, elles sont soumises aussi à la loi sur le devoir de vigilance, ou sinon, non, j'ai bien compris. Marie-Caroline, tu me reprendras peut-être un peu plus tard si je me suis trompée. Alors je vais peut-être poser rapidement peut-être les questions deux par deux. Il y avait une question, je remonte. Ah oui, il y avait une question de Cécilia qui demandait comment interpréter la notion d'atteinte grave. Je vais poser une deuxième question en même temps pour aller plus vite, pour qu'on profite des dernières minutes. Oui, comment peut-on, qu'est-ce que vous pensez en fait, comment vont s'articuler les normes internationales avec la loi sur le devoir de vigilance? Comment on peut prévoir ça? Voilà, je vous redonne la parole pour répondre, Sandra ou Marie-Caroline, et après je vous reposerai d'autres questions. Merci, c'est à vous. Marie-Caro, tu veux commencer? Ouais, elle a coupé son micro, je pense. Vous m'entendez là ou pas? Oui, ça y est. Sur la gravité, c'est là où c'est intéressant justement, on peut avoir des indicateurs autant dans la loi et dans les jurisprudences, parce que c'est une notion qui est bien connue en droit français, notamment sur les fautes graves. Donc il y a plein d'indicateurs qui existent déjà, et c'est également une notion qui est traitée dans les normes de SOFCO. Donc on parle de cette atteinte, de la définition de cette atteinte grave dans les principes directeurs des Nations Unies. Et en général, ça sera en fonction, on en parle notamment dans le principe 14, c'est en fonction de l'ampleur de la gravité, de sa portée, du fait de savoir est-ce que les impacts sont irrémédiables ou non, combien de personnes sont potentiellement impactées, etc. Donc il y a plusieurs critères comme ça qu'on peut retrouver dans les guides qu'on vous a cités et également dans le droit français, dans les jurisprudences ou dans les textes. L'autre question, je ne sais plus. L'autre question, c'était l'articulation droit national, devoir de vigilance et normes internationales. Mais ce que, en fait, je pense peut-être ce sur quoi on n'a pas suffisamment insisté, c'est que les normes internationales, en fait, aujourd'hui, ça ne sont que pratiquement des normes de droit mou. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elles ne sont pas invocables en tant que telles avec un mécanisme de contrainte devant les juridictions françaises. Donc aujourd'hui, il n'y a guère que les législations françaises qui sont invocables devant les législations françaises, avec certaines conventions internationales, mais pas toutes, en tout cas pour un mécanisme vraiment de coercition. Ce que, en revanche, on pourra utiliser, c'est ce qu'il y a notamment dans l'exposé des motifs de la loi devoir de vigilance, qui lui mentionne cet exposé des motifs, en effet, les principes directeurs de l'OCDE, les principes directeurs des Nations Unies, pour montrer que, en effet, le législateur avait bien l'intention, par exemple, quand on mentionne les rangs de sous-traitants, de ne pas viser que le rang 1, mais bien de viser les différents rangs de sous-traitants. Et ça renvoie en effet aux normes internationales. Mais aujourd'hui, de venir avec cette norme internationale devant le droit français, c'est assez compliqué. Donc c'est juste vraiment pour montrer l'intention du législateur et que, en effet, au niveau international, de plus en plus, on commence à définir le champ de la chaîne de production. Je ne sais pas si tu veux compléter, Marie-Caroline. Alors, Marie-Caroline. Oui. Vas-y, Marie-Caroline. Ok, alors je continue les questions. Oui. Et puis, alors, il y avait deux questions d'Ababou Moussa. Donc, le traité contraignant qui est en cours de gestation, disons, ne portera que sur les entreprises multinationales ou sur toutes les entreprises, quel sera son champ d'application donc. Et autre question, toujours d'Ababou, est-ce que les dernières ordonnances sur le travail de Macron ne risquent-elles pas de vider la loi sur le devoir de vigilance de son sens? Bon, je ne sais pas trop lesquelles, mais on va voir. Je vous redonne la parole, Sandra et Marie-Caroline. Alors, sur le traité, c'est vrai que ça fait partie des
justement des oppositions entre ceux qui sont à l'initiative, c'est-à-dire Équateur, Afrique du Sud et essentiellement les pays du Sud, et les pays du Nord, c'est le champ d'application de ce traité. Est-ce que ça ne doit viser que les multinationales ou toutes les entreprises? Et là, pour l'instant, il n'y a pas d'accord, en effet, parce que pour l'instant, ce traité viserait uniquement que les multinationales, et l'Union européenne et notamment les États-Unis, il n'y a pas de raison de faire sortir les entreprises nationales, parce que c'est vrai que certaines entreprises nationales, et notamment l'Union européenne a en tête les entreprises des BRICS, vous voyez certaines entreprises de la Chine ou du Brésil, qui sont aussi puissantes que des multinationales. Donc en effet, la question aujourd'hui, elle est ouverte, mais l'idée de l'Équateur, quand il a fait sa proposition de traité, c'est d'essayer d'être le plus large possible pour embarquer dans cette initiative des États qui seraient pour l'instant un petit peu récalcitrants. Donc là, on en est vraiment à un stade où la proposition de traité est extrêmement large, puisqu'elle vise à la fois le droit normal, enfin le droit international, c'est-à-dire que le droit international crée des obligations pour les États, mais là on créerait aussi des obligations pour les entreprises de façon directe, et également de viser les entreprises multinationales. Sur les ordonnances, la deuxième question, oui, on peut craindre que Macron revienne à la position qu'il avait quand il était ministre de l'économie, mais je crois que ce qu'a dit récemment Dominique Potier, qui était le rapporteur de cette loi et qui a vraiment fait en sorte qu'elle débouche, c'est que ça serait quand même très compliqué politiquement de revenir sur quelque chose qui a été voté par l'Assemblée nationale et de dire que finalement, pour parler un peu vulgairement, il s'assoit sur une décision de l'Assemblée nationale avec un calendrier aussi serré, c'est-à-dire que ça a été voté en mars 2017. Donc lui ne croit pas du tout à ce qu'on revienne sur cette notion-là. Maintenant, ce qui est possible aussi, parce que c'était la volonté de Macron, c'est qu'on ait du devoir de vigilance, mais sans aucune sanction, sans aucune contrainte, donc on supprimerait l'article 2. Ça, c'est encore possible, et c'est pour ça que cette notion-là, que ce soit en droit français ou en droit international, elle est encore extrêmement fragile et qu'elle nécessite vraiment de la vigilance sociétale à tous les niveaux pour que les gens se mobilisent et fassent pression sur les décideurs politiques pour continuer à ce qu'on puisse mettre en œuvre cette loi. Oui, et puis pour compléter ce que tu dis, même si un jour la référence à l'article 1240 qui donc renvoie au régime de responsabilité civile était supprimée, c'est là où l'interprétation du juge sera très importante, parce que finalement, ce que cette loi fait, c'est qu'elle demande aux entreprises d'ouvrir les yeux et de regarder ce qui se passe chez leurs partenaires commerciaux, filiales ou fournisseurs sous-traitants, etc., pour finalement prendre conscience des risques d'impact que leurs activités peuvent créer, ou leurs produits. Donc à partir du moment, on connaît l'adage savoir ses pouvoirs, c'est un peu cette idée finalement qu'il y a derrière le devoir de vigilance. Donc la mise en œuvre de la responsabilité pour imprudence, par exemple, pourrait très bien être actionnée, pardon, c'était pas très français ma phrase, même si le renvoi à cet article était supprimé. Enfin, c'est mon interprétation. D'accord. Alors merci beaucoup pour ces réponses. Merci pour les retours aussi des participants. Alors on va peut-être conclure ici parce qu'il est 32. Donc un immense merci aux intervenantes. Je n'ai pu prendre que à 11h30, mais c'était vraiment passionnant et très clair. Et il y avait une question qui restait des participants qui est toujours de monsieur ou madame Bacot sur se soumettre à la loi sur le devoir de vigilance est-elle un frein ou une opportunité pour les services achats. Donc je propose qu'on la laisse de côté parce que ça sera un peu le sujet de vendredi avec Martine Commal. Et puis je vais peut-être juste conclure donc et surtout vous proposer de vous dire de ne pas oublier de vous joindre au webinaire que nous avons vendredi avec Martine Commal, fondatrice de RH Sans Frontières et spécialiste du respect des droits du travail dans la chaîne de sous-traitance, avec une immense expérience d'évaluation, d'audit, de cartographie et de mise en place de projets avec les fournisseurs. Voilà, donc revenez vendredi et d'autre part, donc la semaine prochaine, vous recevrez en fait des informations pour se communiquer, pour vous connecter, pour ceux qui sont inscrits au cycle, pour vous connecter donc à notre espace de e-learning sur lequel on vous proposera donc des ressources supplémentaires, des activités et des quiz. Voilà.
Il sera également possible de revoir le webinaire sur YouTube, sauf problème technique, mais bon, normalement ça marche dans 95% des cas. Et voilà, et donc il me reste encore à vous remercier pour votre participation et à remercier Marie-Caroline et Sandra donc, pour leur présentation très très claire et pour nous faire bénéficier de tout ce savoir. Et on continue. Donc voilà. Donc merci à vous. Si l'une de vous deux veut redire quelque chose en 30 secondes, Marie-Caroline ou Sandra, ou alors peut-être que vous souhaitez aller déjeuner, ou avez d'autres obligations. En effet, avec la variété des webinaires qui sont prévus, on pourra couvrir l'ensemble des sujets qui intéressera différentes parties prenantes, que ce soit les entreprises ou les associations de la société civile, les syndicats. Donc bravo à ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Alors, juste, merci d'ailleurs Sandra. J'en profite pour redire un mot sur ce cycle. Donc, on a une partie méthodologique, donc en novembre et décembre, et après on enchaînera, donc à partir de décembre avec Vigéo, et puis après sur le premier semestre 2018, avec des webinaires qui seront plutôt tournés sur la mise en œuvre, comment on va mettre en œuvre cette loi, et qui essaieront donc de donner, qui donneront la parole à toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc à des entreprises également. Et alors